Bonjour, bonjour, cher aventurier des chroniques de Cannes. On se retrouve pour la deuxième et normalement dernière vidéo de découverte des règles pour Fate Forge. J'ai commencé le mémo, j'ai fini les peintures des deux figurines de héros qui m'intéressaient, donc ça en fait 4 sur 5 puisque j'ai toujours éliminé le chaman. Donc j'ai avancé gentiment, ce qui est quand même pas mal. Alors on va tout de suite regarder ce que cela donne. Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai appliqué mon idée pour retrouver les monstres plus facilement. C'est prêt à 80%. J'avais évoqué des séparateurs dans la boîte de monstres. Séparateurs qui permettaient de dissocier les groupes de monstres. Donc c'est tout con, hein. Bristol, on plie, on insère comme ça, et puis pour en finir, c'était, mais je ne pourrais pas le faire aujourd'hui puisque nous sommes dimanche, faire au moins photocopie, peut-être pas couleur, mais noir et blanc de chaque visuel recto verso des pions pour venir les coller là, devant. Ce qui fait qu'en un coup d'œil, on verra à quoi ça correspond. J'allais dire je pense, non, je suis sûr qu'il y aura comme ça un gain de temps pour aller chercher des monstres qui conviennent. Ça peut être pas mal. Ensuite, bah oui, comme je vous disais, j'ai finalisé la peinture des héros qui m'intéressaient, c'est-à-dire les deux qui manquaient, c'était la mercenaire Varsha ainsi que Léowyn, le garde Sylvestre. Alors, j'ai fait du rapide, mais il y a de la couleur dessus. Et puis j'ai commencé le mémo par rapport à la première partie de découverte des règles que l'on a fait hier. J'ai principalement noté des points de règles qui sont une généralité, mais qui peuvent faire un bon mémo, notamment pour tout ce qui est apprentissage. La réserve de dés, on n'oublie pas qu'on ne peut pas lancer plus de 4 dés. Même si on a un pool de dés, si j'ai bien compris, au début d'un round de combat, ça je connais pas encore le fonctionnement, on va voir ça, mais admettons que j'ai 6 dés à disposition, je ne pourrais en lancer que 4 pour le round en cours. Ah oui alors, les dés rouges, combat, jaune, vitesse, bleu, précision, vert, c'est l'intelligence. Un petit mémo pour bien les utiliser. Les relance uniquement lors de la phase de préparation et on ne peut relancer qu'une seule fois, sauf indication contraire. Concernant la santé, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, seule la perte de toute sa santé fait que l'on devient hors combat. Si on perd toute son énergie, on ne devient pas hors combat, c'est juste que pour le alors c'est pas le round, mais c'est pour la phase de combat en cours, on ne pourra plus utiliser certaines capacités qui nécessitent de l'énergie. Les compétences, ah oui, alors on n'a pas de limite au nombre de cartes compétences que l'on peut posséder. Par contre, il y en a seulement 6 qui peuvent être actives en même temps. Toujours concernant les compétences, elles sont modifiables à tout moment, sauf lors d'une scène de combat ou avant de commencer la première phase de préparation d'une scène de combat. En fait, tout ce qui impacte le combat, on ne peut pas aller changer nos cartes compétences, enfin, du moins les activer. Les ennemis, pour être éliminés, ils doivent subir en un seul round. Ah oui, ça c'est important. Un ennemi qui a 3 points de vie doit subir en un seul round 3 dégâts pour être éliminé. Alors les ennemis blancs, et là on peut reprendre la boîte. Les ennemis blancs, ce sont des créatures neutres. Les bleus, ce sont celles qui ont des armes à distance. Les rouges, ce sont les créatures apparentées soldats.
En vert, on a les guerriers. En marron, les vétérans. Et en violet, les meneurs. Et les 3 gros jetons noirs vont représenter les boss. Et puis enfin, je me suis noté le petit mémo concernant l'initiative qui dit que plus elle est basse, meilleure elle sera. En parlant d'initiative d'ailleurs, j'ai ressorti, vous le voyez ici, la réglette qui va bien pour y insérer les tuiles d'initiative. Comme ça, bah, c'est visuel, ça prend pas beaucoup de place, on est pas mal. Et puis j'ai vu que ces socles-là, alors socles, oui, ce sont des socles. Je ne sais absolument plus de quel jeu ça vient. Je crois que c'était un Cthulhu, les anciens Cthulhu. Eh bien, en fait, paf, on peut y insérer, par exemple, le jeton entrée d'un niveau. Par contre, on ne peut pas y insérer un jeton comme ceci, puisqu'il est arrondi. Et ici, il est arrondi, c'est parce qu'on se rappelle, on va mettre un garde qui, enfin, on va mettre un ennemi qui protège un objectif. Ça prend le même, voilà, comme ça. Donc là-dessus, on ne peut pas les mettre. Je verrai si je change ces jetons objectifs. C'est pas sûr. J'avais pensé éventuellement aux indices des contrées de l'horreur. Où est-ce que je les ai foutus? Ah, ils sont là. Les indices contrées de l'horreur qui pourraient faire des objectifs un peu plus sympas visuellement. Mais alors franchement, je n'en suis pas sûr. Ok, pour le reste, c'est comme, comme on l'a laissé la dernière fois, si ce n'est que j'ai fait la mise en place aussi pour les héros gardes sylvestres et mercenaires. Eh bien, on va y aller avec la continuité de la suite des règles. Alors, on en était resté à pas mal de choses. Je crois qu'on était à la page 12 et il fallait qu'on entame le round de combat. Sachant que les combats, c'est ce qui va être quand même une grande proportion de nos aventures. J'avais relu au tout début. Ah oui, voilà, la structure de la campagne, elle est divisée en 3 actes. Ça, j'avais zappé le truc. Donc 3 actes de longueur variable. Donc ça va être une bonne indication de progression au fur et à mesure que l'on va jouer. Allez, on y va. Le round de combat. Chaque scène de combat se déroule en un certain nombre de rounds indiqués par l'application. À chaque round, vous allez disputer les phases suivantes dans l'ordre. On a d'abord la préparation, la phase action, tous les héros, les réactions ennemies, le tour des ennemis et la phase d'entretien. Ah oui, je m'étais fait la réflexion que réaction ennemie, en fait, ça a l'air d'être des attaques d'opportunité. Et ensuite, ils font leur propre tour. Ok, alors l'avantage, ce serait que nous, héros, on agit systématiquement avant. Ce que vient contredire ce que je viens de dire cette réglette, puisque on doit placer les plaques d'initiative dans un ordre différent. On va voir. Mais tactiquement, ça change quand même beaucoup de choses. Lorsque le nombre de rounds de combat indiqué est épuisé, les héros doivent sortir du plateau de combat via une sortie disponible. Ah oui, c'est vrai que c'est l'application effectivement qui nous dit vous n'avez que 5 rounds pour réaliser vos combats. Voire fin de scène de combat. Pour commencer un round de combat, choisissez commencer le combat dans l'appli. Et première phase, la préparation. Lors de la phase de préparation, vous lancez vos dés de combat, déterminez l'ordre des joueurs et définissez votre stratégie commune. Il est indispensable que les héros travaillent en équipe. À chaque round, n'hésitez pas à discuter de votre stratégie, de qui fait quoi, etc. Cependant, vous n'avez pas le droit de montrer ou d'annoncer vos résultats de dés lors de cette phase, d'où les paravents
qui sont fournis dans la boîte. Chaque joueur est censé avoir son paravent et ils servent principalement à la phase de préparation où les uns les autres ne doivent pas voir les résultats que l'on a obtenus. Bon, ça, je n'utiliserai pas puisque en solo, je veux être maître. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Je veux être maître de toutes les décisions. Ensuite, les joueurs résolvent la phase de préparation comme suit dans cet ordre. On lance 4 dés de combat. Allez, seigneur, 4 dés de combat, patatras. On accomplit une ou plusieurs actions facultatives. Et ensuite, on définit l'ordre des joueurs. Ok, donc c'est timé à la fois pour tout le round et aussi pour la phase de préparation avec 3 points. Lancez les dés. D'abord, choisissez 4 dés dans votre réserve, les dés de combat et ou les armes, donc 4 dés pas plus. Lancez-les derrière votre paravent, puis accomplissez les actions facultatives de préparation dans n'importe quel ordre. Les relances d'énergie, le brelan ou le sprint. Si vous avez plus de 4 dés, vous pouvez choisir un set de 4 dés différents à chaque round. Ah oui, à chaque round. Ok, bah, tant mieux. Pour s'adapter aux situations. Et ensuite, on a 3 choix pour nos actions facultatives. D'abord, la relance d'énergie. Si vous avez obtenu un ou des échecs, ah ouais, la misère. Ça, c'est un échec, donc ça veut dire que pour ce round, je ne pourrai pas utiliser ce dé-là. Ce qui n'est absolument pas bien. Auquel cas, on peut dépenser une énergie pour relancer tout ou une partie de ces échecs une seule fois par round. Ben ouais. Est-ce que ça plaît pas au seigneur? Donc là déjà, pour ce round, il dépenserait une énergie. On relance qu'une seule fois. Cette fois-ci, c'est le symbole de la frappe. Symbole de la frappe, donc ça me convient. Je pourrais dire, ouais, je garde ce résultat. Alors ensuite, brelan. Si vous avez obtenu 3 fois le même résultat, sauf l'échec. 3 fois le même résultat. Tac, brelan. Vous pouvez tourner un de ces dés sur le résultat de votre choix. Ah ouais? Vous devez prendre en compte les mêmes résultats et non les mêmes couleurs. Oui, d'accord. Si vous obtenez, alors sur un dé, la botte, la botte. Alors la botte avec le choix de détermination. Ça s'appelle pas détermination, là je suis encore dans Robinson Crusoe, ça s'appelle la concentration. Vous n'êtes pas autorisé à modifier un résultat car ce ne sont pas exactement les mêmes. Ah ouais, ok, ça ne compte pas. Si, puisqu'on a le choix finalement. D'accord. Et alors ça, c'est gratos. Ouais, autant la relance d'énergie, ben, on consomme une énergie, autant le brelan, c'est une option pour aller choisir. En plus, c'est pas qu'on relance, hein, on vient carrément choisir. Ça, moi, je veux cette face-là. Voilà, je veux cette face-là. Ça, c'est le brelan, d'accord. Et enfin, le sprint. Décidez si votre héros effectue un sprint. Alors, ça a l'air d'être cumulatif, hein. Accomplissez, ouais, c'est ça, une ou plusieurs actions facultatives. Donc, vous pouvez effectuer un sprint même si le résultat de vos dés vous fournissent déjà une action de déplacement avec la fameuse botte. Si vous effectuez un sprint, déplacez votre héros dans une zone adjacente. Cela ne compte pas comme une action de déplacement et ne déclenche donc pas les éléments de terrain qui requièrent l'action de déplacement. Si vous quittez une zone occupée par des ennemis à l'occasion d'un sprint, subissez un dégât. Sinon, un sprint ne vous inflige aucune pénalité. Note
que la pénalité de dégâts survient uniquement quand vous effectuez un sprint et non lorsque vous faites des actions de déplacement lors de votre tour. Ok, donc ça va être important, mais si on quitte une zone, Seigneur, si lors de la phase de préparation, je fais un sprint gratuit pour aller là et qu'il y a un ennemi, je subis un dégât automatiquement. Bim. Par contre, pendant la phase d'action, pendant notre tour, si je consomme ce dé-là pour faire un déplacement normal, donc qui doit être considéré comme étant plus prudent, là je ne subirai pas d'attaque d'opportunité parce que je quitte une zone avec un ennemi. Ok. Ah oui, et puis il y a cette histoire aussi d'éléments de terrain. Ça, gros mémo là-dessus pour pas se planter. Alors une fois que nous avons accompli ces actions facultatives, on définit l'ordre des joueurs. La dernière chose que vous faites lors de la phase de préparation est de définir l'ordre des joueurs. Décidez dans quel ordre les joueurs vont jouer leur tour et placer les tuiles d'ordre de jeu en fonction. Ajoutez la tuile réaction ennemi dans la case indiquée par l'application. Ah ouais, d'accord. D'accord. Et la tuile tour ennemi à la fin de la séquence. Les ennemis agissent 2 fois lors de la phase action. Bah voyons. Les réactions ennemies surviennent avant ou pendant les tours des héros, tandis que les tours ennemis surviennent à la fin de la phase action. C'est l'application qui détermine le moment où les réactions ennemies se produisent. Alors c'est bien parce que c'est transparent pour nous au niveau de la prise de décision, puisque l'application va nous l'afficher déjà. C'est pas comme si, alors attention les yeux, ça n'est pas comme si on décidait voilà, d'agir dans cet ordre-là. On clique sur un bouton et là l'application vient nous péter le plan en nous disant finalement on va avoir les ennemis en premier et bon, cette tuile là en fait ce sera toujours en dernier. À la fin les ennemis vont toujours agir et en plus dans cet ordre de couleurs comme ça. C'est cette tuile là qui va venir avoir un impact sur notre tactique en cours de round. Ok. Bon, ça me convient, c'est pas trop. C'est pas trop à la Gloomhaven, parce que dans Gloomhaven, la vache, le tirage des cartes initiatives, mais qu'est-ce que ça m'a traumatisé ça. Donc, lors de ce round de combat, le garde sylvestre joue en premier, puis les ennemis réagiront avant le tour de la voleuse. Les ennemis réagiront. Ah oui, c'est tous. L'ordre des joueurs va aussi déterminer quels héros seront pris pour cible par l'ennemi. D'accord. Certains ennemis viseront en priorité les héros qui jouent en premier, de gauche à droite. Ainsi, plus un héros joue tôt, plus il est susceptible d'être pris pour cible. Ouais. Alors là, mécaniquement, je sais pas si c'est super sympa ça. Certains ennemis, oui, alors attention, c'est pas une généralité, hein. Certains ennemis viseront en priorité les héros qui jouent en premier. Pourquoi je dis que c'est peut-être pas si fun, c'est parce que je me sentirais obligé de mettre tout le temps à jouer en premier le héros qui a ou la plus forte valeur d'armure ou le maximum de points de vie, ce qui tactiquement enfin peut briser une bonne synergie sur le terrain. En même temps, s'ils ont fait ça, c'est parce qu'on ne raisonne pas en cases sur les tuiles, mais en zone.
Alors que quand on raisonne en cas, c'est plus facile de dire bah lui est plus proche, lui est le plus éloigné. Ah ouais, ok. Ça pourrait s'expliquer comme ça. Bon, on va voir si c'est une règle ultra pénalisante ou pas. Lorsque vous avez terminé cette phase, donc définir l'ordre des joueurs, touchez commencer la phase d'action dans l'application. Phase d'action. Chaque héros joue son tour et accomplit ses actions dans l'ordre défini par la piste, puis passe la main à un autre héros ou à l'ennemi. Certains ennemis réagissent aux points indiqués sur cette piste. Lorsque tous les héros ont agi, tous les ennemis jouent leur tour. Ok, tour des héros. Attention les yeux, qu'est-ce qu'on peut faire? Lors des tours des héros, vous pouvez accomplir ce qui suit dans n'importe quel ordre. Des actions, de la dépense d'énergie pour vous déplacer une fois, activer des compétences et des objets. Bien. Accomplir des actions. Vous pouvez jouer des dés de combat pour accomplir des actions sur le plateau. Utilisez des dés pour activer des compétences et utiliser vos objets. Exemple. Le garde sylvestre a obtenu déplacement, frappe et tir. Il peut choisir d'utiliser ces résultats pour accomplir les actions correspondantes dans l'ordre de son choix. Infliger un dégât à un ennemi dans une zone adjacente avec un tir, se déplacer dans cette zone avec le déplacement et infliger un dégât supplémentaire à cet ennemi avec le corps à corps. Et pour peu que l'ennemi n'ait que, comme ici, ah non, ça c'est le numéro d'ordre, mais bon, admettons que l'ennemi n'ait que 2 points de vie, grâce à cette combinaison de dés, il l'élimine, parce que dans le même round, il y aura occasionné 2 dégâts sur 2. Choix des cibles. Les héros peuvent viser n'importe quel ennemi à portée de leurs actions ou compétences, sauf si une compétence ennemie les empêche de le faire. Ouais, ok. Première ligne ou furtif. Ça, c'est logique, c'est très bien, il n'y a pas de piège. Dépenser de l'énergie pour se déplacer. Ah oui, alors ça, c'était où? C'était là. Ou bien on accomplit des actions via les dés, ou alors on dépense de l'énergie pour vous déplacer une seule fois. Une fois par tour, vous pouvez dépenser une énergie pour accomplir une action de déplacement supplémentaire. Cela compte comme une action et non comme un résultat. Vous pouvez activer des jetons du plateau avec, mais pas des compétences ou de l'équipe. Ok, là on a un petit bonus. Et en faisant cette action déplacement supplémentaire, on pourrait même activer des jetons sur le plateau. Si je reprends ça, je me déplace en faisant une action. J'ai consommé un dé. Ensuite, je viens dépenser une seconde énergie. Hop, pour pouvoir interagir avec l'objectif. Ouais, c'est ça, activer des jetons sur le plateau. La seule restriction, c'est que cette dépense d'énergie ne me servira pas pour une carte compétence ou un équipement. Ok, alors activer des compétences et des objets. Vous pouvez assigner des résultats à des compétences armes et équipements pour activer leur effet. Ces éléments peuvent eux-mêmes générer de nouveaux résultats ou actions à utiliser à votre tour. Si une compétence ou un objet génère des résultats supplémentaires, vous pouvez les utiliser à n'importe quel moment de votre tour. Ah la vache! Ah ouais, c'est pas une suite. Tout résultat inutilisé est défaussé à la fin de votre tour. Sauf si un effet de carte mentionne le contraire. Ah oui, si on consomme pas 2 dés de combat et que je fais bim 2 déplacements, et ben ça c'est perdu. Qui est logique.
En exemple, le garde sylvestre a obtenu tir, frappe, déplacement ou concentration et un échec. L'échec ne lui sert à rien. Il utilise le double résultat comme une concentration, puis utilise sa compétence dégaine rapide. Alors, dégaine rapide, là dans l'exemple, ça n'est pas une compétence de base. Mais bon, c'est pas grave. Donc il utilise dégaine rapide pour convertir sa concentration en tir. Ces deux résultats, tir lui permettent d'infliger 2 dégâts aux gardes de la milice de la zone adjacente. Ah oui, pardon, c'est là. Et ouais, sur dégaine rapide, il peut convertir la concentration qu'il a choisie là en tir. Et après, avec double tir, bim, dans sa gueule, 2 dégâts. Le garde de la milice, fort de sa résistance de 3, est toujours en vie pour l'instant. Notre héros bénéficie d'une action déplacement supplémentaire grâce à ses bottes de célérité. Objet. Il les utilise pour se déplacer d'une zone et venir au contact. Il inflige alors un dégât au garde de la milice grâce à son dernier résultat de dés frappe et abat son adversaire parce que là il aura atteint 3 dégâts sur 3 points de vie. Alors les bottes, pourquoi est-ce qu'il inflige grâce aux bottes? Il inflige alors un... Ah oui, non, c'est bon. J'ai rien dit. Il se déplace et il frappe. Ok, est-ce que ça me plaît ça? Bah, j'ai bien envie de dire oui. Parce que en fonction des résultats, ça amène sur le plateau une tactique assez... Enfin, un panel assez sympa. Alors, s'il n'avait pas... Ah oui, ok, ça y est, je vois ce que ça remplace dans nos jeux classiques. D'habitude, les héros ont 2 ou 3 actions par tour. Là, on en a 4, mais c'est soumis au résultat des dés. Sachant qu'on peut très bien faire des échecs. Si on n'a vraiment pas de peau, on ne pourrait agir que 2 fois. Et au round suivant, 4 fois. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un côté très aléatoire, alors qui ne plaira pas à tout le monde parce que justement beaucoup trop aléatoire. Est-ce que ça veut dire que l'on a intérêt de jouer un maximum de héros par campagne pour bénéficier d'un maximum d'actions possibles à nous tous? Et est-ce que ça aurait un impact sur les réactions? À voir comment jouent les ennemis. Et ce que je veux dire par là, c'est que plus j'ai de héros, moins je vais être pris pour cible. Parce que les ennemis, visiblement, ils s'attaquent pas à tout le monde à la fois. Peut-être. Peut-être. Ok, alors ça c'est fait. Pour la phase action. Donc on fait agir d'abord la voleuse. Ok, quand la voleuse a joué, elle a consommé tout ce bazar. On fait agir le garde sylvestre et après, réaction ennemie. Terminez votre tour. On va d'abord terminer le tour de notre pote. Votre tour se termine si vous êtes à court d'action. Donc, vous êtes à court d'action via consommation de dés. Il se termine aussi si vous décidez de ne pas jouer les actions restantes ou bien un effet de jeu vous en informe. Ok. Après les réactions ennemies. Au début d'un round de 2 combats, l'application vous indique à quel moment les réactions ennemies vont se produire. Lorsque vous atteignez ce moment, touchez le bouton réaction ennemie dans l'application. Elle indique alors les 2 ennemis de couleurs différentes à activer. Ok. Ah oui, de couleurs différentes. Là, c'est pareil. Imaginons que... Beaucoup imaginer, hein.
Toi, t'es là. Toi, t'es là. Toi, t'es là. Et pour le petit plus bonus. Ah ouais, alors l'appli, plus on va... Ouais, ok, ouais, finis ta phrase, Friedrich. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'appli qui décide. Et je suppose que comme dans les demeures de l'épouvante ou Voyage en terre du milieu, puisqu'on indique au démarrage de la campagne à combien de héros on va jouer, ça doit être l'application qui détermine le nombre d'ennemis. Plus on va être de joueurs, plus on va avoir d'ennemis sur le terrain. La stratégie tombe à l'eau. Bon, toujours est-il que pour la phase de réaction ennemie, l'application choisit deux groupes d'ennemis de couleurs. On pourrait très bien dire ça va être les rouges et les verts qui agissent en réaction. Donc eux vont faire des trucs, bim, bim, et eux vont faire des trucs, bim, bim. Ah oui, alors là peut y avoir de sacrées surprises. D'où l'intérêt d'avoir encore du monde derrière pour agir. Wow. Indique alors deux ennemis de couleurs différentes activés. Ah, je vous dis une bêtise, c'est deux ennemis seulement et non pas de groupes de couleurs. Bon, ça va. Les groupes de couleurs, en fait, ils agiront vraiment en dernier au tour ennemi. On enchaîne. S'il y a un boss, le boss fait lui aussi une action directe. Si l'application indique un type d'ennemi qui n'est plus sur le plateau, touchez le bouton déjà mort pour que l'application le remplace par un autre. Oh non, alors ça c'est vache. Chiotte, hein. Là, voilà, là typiquement on est dans le côté un peu punitif. Si par nos actions on s'est bien démerdé pour éliminer un groupe ou un type d'ennemi, bah, qu'on nous foute la paix, qu'on nous laisse savourer notre victoire. Ouais. Pour déterminer quel jeton ennemi est activé, suivez ces étapes. Commencez par l'ennemi le plus à gauche dans l'application et vérifiez si un héros est à portée, affiché dans la case la plus à gauche du bandeau d'action de cet ennemi. Bon, ça, faudra voir avec l'application elle-même, mais on suit cet ordre-là. Donc, l'ennemi le plus à gauche. En général, cette portée est de 0, sauf pour les sbires bleus qui affichent 1 par quart équipé d'armes à distance. Ah oui, on a vu ça hier, hein. Ça, c'est pas une notion de distance. C'est que là, il se bat pas au corps à corps. Là, il peut faire un déplacement ou une attaque de corps à corps. Non, ou c'est même les deux. Bon, à revoir ça. Donc, s'il y a un héros à portée, cet ennemi est activé. Si plusieurs ennemis répondent aux conditions, c'est l'ennemi avec l'initiative la plus basse qui s'active. Si ces deux assassins sont en mesure de réagir, celui qui a l'initiative de 1 à gauche agira avant celui qui a l'initiative. S'il y a plusieurs héros à portée, voyez le choix des cibles. Si aucun héros n'est à portée, dans la case la plus à gauche, consultez la deuxième case du bandeau et répétez les étapes 1 à 3. Ah oui, 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 oui. À portée affichée dans la case la plus à gauche du bandeau d'action de cet ennemi. Mais oui, c'est ça. Bandeau le plus à gauche. Est-ce que le chien a un héros dans sa case pour faire une attaque de corps à corps? Non. Passe à la suivante. Est-ce qu'il peut faire un déplacement et une frappe? Dire oui. Ici, oui, il pourrait le faire. On va voir l'exemple, mais je crois que c'est ça. Ok. Donc oui, on passe d'une case à une autre pour vérifier chaque condition. Si aucun héros n'est à portée d'un jeton ennemi du type représenté, aucun de ces jetons ne s'active. Passez au type d'ennemi suivant. Il peut arriver qu'un ennemi qui remplit les conditions d'activation soit incapable de faire l'action indiquée sur son bandeau.
Par exemple, parce qu'il a été étourdi par un héros ou parce qu'il défend un jeton qu'il n'est pas censé abandonner. Ah oui, c'est vrai, si un ennemi est comme ça en défense d'un objectif ou d'une porte, il ne quitte jamais. Et jamais c'était en gras. Si ce genre de situation se produit, ignorez cet ennemi et activez le prochain éligible du même type. Si aucun n'est disponible, alors aucun n'est activé. Passez au type d'ennemi suivant. Donc il n'y aura que 2 ennemis lors de la phase de réaction. Une fois que vous avez résolu toutes les activations ennemies, touchez le bouton Continuer. Alors notre exemple là. Lors des réactions ennemies, l'application affiche les cartes du chien et de l'archer. Un ennemi de chaque couleur réagit en commençant par celui le plus à gauche, à savoir le chien de garde. Aucun chien ne se trouve dans la même zone que les héros. Portée 0. Donc aucun d'entre eux ne peut utiliser la case de gauche de son bandeau d'action. La case suivante du bandeau possède un 1, peut être activée par 2 chiens différents, chacun étant à une zone des héros. Puisqu'un seul ennemi d'un type, donc d'une couleur donnée, réagit, l'initiative lequel des 2 chiens ce sera? Ce sera le chien A avec une initiative de 1. Ok. Ce chien se déplace et attaque le garde Sylvestre. Donc comme on a vu, celui du bas, hop hop. Car son action dispose d'un modificateur qui lui demande d'attaquer le héros qui joue en premier dans l'ordre de jeu. Modificateur, alors ça doit être ça. La flèche rouge et noire que l'on devrait retrouver sur le mémo. Cible le héros qui agit le plus tard à droite dans l'ordre de jeu. Ah non, pardon, rouge et noir. Cible le héros qui agit le plus tôt à gauche dans l'ordre de jeu. Ok, c'est bien ça. Et l'archer aussi possède la même icône. Ciblera celui qui agit le plus tôt dans l'ordre de jeu. Ensuite, bleu réagit. Il y a un archer dans la zone des héros. Et la case de gauche du bandeau d'action de l'archer demande une portée de 1 case. C'est donc l'archer qui se trouve à une zone de distance qui va réagir. Donc l'archer B parce que lui étant sur la même case et on lui demande une zone de distance. Ok. Cet archer qui dispose d'une initiative de 2 tire. L'action n'a pas de modificateur et les joueurs peuvent choisir qui subit le dégât. Ou bien le garde ou bien le mercenaire. Ouais. Ils choisissent le mercenaire dans la mesure où le garde Sylvain a déjà subi un dégât du chien de garde. Ok. Ça va demander, comme dans tout ce type de jeu, un peu de manipulation. Et puis un petit peu d'habitude, au bout de 3-4 combats, ça devrait pouvoir se faire assez bien. Donc je vais réemployer un terme que j'aime bien, ce n'est pas une usine à gaz. Après bien sûr, à prendre en compte les modificateurs, hein, mais comme dans tous les jeux. Et puis on en arrive déjà finalement au tour des ennemis. Donc cette tuile-là. Ah, faudra peut-être que je la remonte un petit peu, bah voilà, comme ça. Pour qu'on voit tout le temps le code couleur. Après que tous les héros ont joué leur tour, les ennemis survivants, et c'est tant pis pour eux, jouent leur tour en accomplissant les actions de leur carte si possible. Les ennemis qui ont été activés lors des réactions peuvent de nouveau être activés. Ah, c'est moche. La SPA de... Tiens, bah encore Gloomhaven, hein.
On vient pas placer un jeton mémo qui dit bah lui il a fait une attaque de réaction déjà, il n'agira pas à son tour. Bon, tant pis pour moi. Mais ça pourrait être une variante, hein. Si vraiment c'est ultra punitif, on pourrait dire bah voilà, les ennemis qui ont fait leur réaction, au moins 2, ça permet de temporiser sur leur phase ennemie et ils ne joueront pas. Bon, j'ai déjà pas encore joué, que je suis déjà dans les variantes, chiotte. Donc les ennemis s'activent dans l'ordre de priorité suivant, selon les couleurs blanc, bleu, rouge, vert, marron, violet, puis les boss. Ah, pardon, vert, ah oui, ça ils considèrent que c'est marron, oui d'accord. Que les boss c'est noir, et là on est sur une couleur qui se rapproche beaucoup du noir, mais non, c'est marron. Les boss ils sont là, ils l'ont pas marqué, mais ils sont là. Au sein d'une même couleur, c'est l'initiative la plus basse qui joue en premier. Ok. Blanc 1 joue avant, blanc 5 et ainsi de suite. Ça, c'est très bien, c'est facile à déclencher sur le plateau. Lorsqu'un ennemi s'active, il accomplit l'une des actions indiquées sur le bandeau d'action de sa carte. Donc ça, on l'a vu, hein, le bandeau de sa carte, c'est ça. Si un boss est présent, l'application vous indique les actions qu'il accomplit. Ah ok, il n'y a pas de carte de boss? Si, il doit y en avoir forcément pour les valeurs de bouclier et de points de vie. Mais petite surprise, c'est l'appli qui s'en occupe. Alors, 4 phases. Pour chaque jeton ennemi du type correspondant. Et en partant de l'initiative la plus basse, on vérifie s'il y a un héros à portée. Toujours par rapport au bandeau de la carte. S'il y a un héros à portée que l'ennemi peut agir, donc par exemple s'il n'était pas étourdi, on active l'action de cet ennemi. S'il y a un héros à portée mais que l'ennemi ne peut pas agir à cause des effets de jeu, étourdissement, ou de restrictions dues au terrain, il ne fait rien. Ça c'est bien. Passez à l'ennemi suivant dans l'ordre de priorité. Si aucun ennemi n'est à portée définie, consultez la case suivante du bandeau et répétez les étapes 1 à 3. On cible, on y va, on fait pas. On répète l'opération jusqu'à obtenir un héros à portée, sinon l'ennemi en question ne s'active pas. Pourquoi ça me plaît? C'est parce que bien souvent, un ennemi qui ne peut pas agir se déplace pour se rapprocher au maximum de sa cible. Et bien là, ouf, ils vont nous foutre un petit peu la paix. En même temps, je ne crois pas que ça va se produire souvent parce que le plateau de combat a l'air assez petit à chaque fois. Ouais, forcément, c'est contrebalancé par une petite astuce. Une fois que vous avez résolu ces étapes pour un ennemi, passez à l'ennemi suivant et répétez le cycle jusqu'à avoir activé tous les ennemis qui pouvaient l'être. N'oubliez pas de vérifier les capacités ennemies indiquées sur les cartes et les boss. Les capacités, alors ça s'appelle réaction. Les capacités réaction se déclenchent lors de cette étape. Les capacités doivent toujours être déclenchées si possible. Ouais, certains ennemis vont avoir un petit bonus plus. Ok, donc on jette nos dés. On a droit à une action bonus, le sprint, la dépense d'une énergie, ou, ou le brelan. Ok, l'action sur un brelan. On définit l'ordre des joueurs. On active les joueurs. Réaction de 2 ennemis. On finit notre tour. Les ennemis agissent. On râle parce que ça se passe pas bien. Et on enchaîne. Bon, bah on est en terrain connu là. Ouh la vache. Alors en exemple, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez, plateau de combat là, c'est pas délirant, hein. Le 4-6, c'est 7 tuiles qui sont très rapprochées. En ennemi, on a un archer, un conscrit, un sicaire et un lieutenant.
avec les codes couleurs différents. La lecture des cartes ennemies, franchement, elle est bien. Alors certains ennemis, on voit qu'ils n'ont qu'une seule attaque vraiment basique. Et en bleu, on a dit que c'était ceux qui avaient de la précision. Non, pardon, des armes à distance. En rouge, on a dit que c'était des soldats. En marron, on a dit que c'était des vétérans. Et en bleu, en violet, les meneurs. Tac. Alors, tous les ennemis s'activent une couleur après l'autre, de la plus basse initiative vers la plus haute. Le premier ennemi activé est l'archer en A, ici. Pourquoi l'archer en A? Parce que nous n'avons pas d'ennemis blancs. Donc on passe au bleu tout de suite. Il ne dispose que d'une seule action possible, une portée de 1, et tire donc sur le garde sylvestre à une zone de distance. Alors il n'y a pas de notion de on peut tirer sur son pote, hein. On s'en fiche. Ensuite on passe à l'archer B qui est là. Il a lui aussi la même condition pour son tir, portée 1, ne peut pas l'utiliser puisqu'il se trouve dans la même zone. Il ne dispose pas non plus d'une action à portée 0 et ne fait donc rien. Bien fait pour ta gueule. Ah ouais, donc tactiquement, il faut aller bloquer les tireurs en se rendant sur leur zone, parce qu'au moins ils font pas un déplacement et un tir ensuite. C'est maintenant le tour du conscrit en C. Quoi? Mais il ne dispose d'aucune action à portée de 1 qui pourrait lui permettre d'attaquer. Lui non plus ne fait rien. Bien fait pour ta gueule. Après, par contre, ça va pas être la même histoire. C'est maintenant le tour du conscrit C. Pardon. Non, le conscrit D, en revanche, attaque le mercenaire, qui est l'unique héros à portée de 0, donc la même zone. Les sicaires ne peuvent pas activer leurs actions à portée de 0 pour les marrons. Ah oui, ce serait une frappe directe, donc là, ils peuvent pas. Et active donc la première action suivante disponible, qui est un déplacement d'une zone. Pour le sicaire E, c'est un déplacement vers la mercenaire qui se trouve à une case. Le sicaire F, quant à lui, doit lire son action de portée 2, puisque les héros les plus proches sont à 2 cases de distance. Ah oui, 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 pardon, ça c'est pas un héros, il est là. Donc en 1, il ne peut pas l'appliquer, donc il applique le déplacement de 1, 2 pour rejoindre le garde sylvestre. Enfin, le lieutenant, il est où mon lieutenant? Il est là, mon lieutenant. Enfin, le lieutenant s'active. Il ne dispose que d'une action portée d'attaque 0. Et aucun héros ne se trouve dans sa case, il ne fait donc rien. Sa capacité de meneur se déclenche. Parce que, ici, on a le symbole tête de mort. Le conscrit D est le seul sbire rouge qui se trouve dans un rayon de 2 zones autour du lieutenant. Ce conscrit se déplace vers lui d'une zone. Ah oui, alors là, on ne le verra pas bien, mais ça dit quoi? Lors des tours ennemis rapprochés de une zone, les sbires rouges le plus proche qui ne se trouve pas déjà dans cette zone. Ok, il appelle vers lui des renforts. Ah ouais, alors là c'est bien parce que tactiquement, ce garde là qui avait déjà agi en frappant la mercenaire, grâce à la compétence du meneur, eh ben, va rejouer gratuitement parce que le meneur l'appelle à lui. Bien, ça va occasionner quelques petites surprises, ça. Oh mon Dieu, le choix des cibles. Ah, qu'est-ce que j'aime pas me fader ce genre de truc.
mais c'est un mal nécessaire. Alors, si plusieurs héros sont à portée d'un ennemi activé, la carte de l'ennemi indique si la cible est choisie par les joueurs ou déterminée selon un critère spécifique. Si l'action ennemie n'a pas de modificateur, les joueurs choisissent la cible de l'attaque parmi les héros éligibles à portée. Ah oui, c'est pas... Ouais, bon, ça va, c'est soft. Si l'action ennemie a un modificateur, flèche rouge et noire, l'ennemi cible le héros qui joue en premier dans l'ordre du tour. Ah oui, alors attention, hein, parmi les héros éligibles. C'est-à-dire que si sur la même case, on a la mercenaire et le seigneur, donc lui voudrait faire une frappe à portée de 0, eh bien, en fonction de notre piste d'initiative, ce serait ou, enfin c'est pas ou, dans ce cas-là, ce serait forcément le seigneur qui subirait l'attaque parce qu'il aura agi en premier et l'ennemi possédera cette icône. Ok. Par contre, à l'inverse, si l'indicateur est noir-rouge, l'ennemi cible le héros qui joue le dernier dans l'ordre du tour. Bam! Le premier type de modificateur d'action, rouge-noir, est le plus fréquent. Les héros qui jouent en premier attirent plus souvent l'attention que les autres. Tac. Notez que toutes les actions qui impliquent des déplacements ciblent les héros dans l'ordre d'activation, tandis que les attaques laissent souvent le choix de la cible à l'appréciation des joueurs, mais pas toujours. Ça, faudra bien le noter en mémo. Les sbires marrons, les meneurs et les boss ne vous laissent pas souvent le choix de la cible. Les ennemis peuvent uniquement attaquer des cibles valides. Oui, logique. Si une compétence, un objet ou un jeton empêche un héros d'être une cible valide, ce héros est complètement ignoré et un autre héros est choisi. Si aucun héros ne peut être désigné, l'ennemi n'agit pas. Cela signifie que pendant les réactions ennemies, si un ennemi ne peut pas agir à cause de tels effets, vous devez désigner un autre ennemi pour l'activer si possible. Ouais, ça c'est ce pourquoi j'ai râlé tout à l'heure, mais bon, on verra. Alors, l'exemple. Nos héros sont aux prises avec deux ennemis. Ouais, là on a nos trois héros et nos deux ennemis. Les ennemis rouges s'activent avant le marron, donc la recrue s'active en premier. Elle regarde d'abord si elle peut résoudre la case de gauche, attaque portée 0. Il y a 3 héros à portée 0 et tous peuvent être touchés. La recrue fait cette action. Vous décidez conjointement que cette attaque touche le chaman. Ok, puis l'assassin s'active à son tour. Elle consulte d'abord la case de gauche de son bandeau. Portée 0, elle cible le héros qui a agi en premier, le héros valide qui agit en premier, et normalement elle ne peut pas appliquer sa première case puisqu'elle n'est pas dans la bonne zone. Aucun héros ne se trouve à portée de 0, elle passe donc à la suivante. 3 héros sont à portée de 1 et peuvent être touchés. L'assassin fait cette action. Déplacement attaque. Elle se déplace d'une zone et frappe l'un des héros. L'icône présent sur ces cartes indique qu'elle touche le héros qui joue en premier dans l'ordre de jeu. Donc ici le garde Sylvestre, parce que la piste d'initiative était avec le garde Sylvestre en premier. En prenant le temps, dit comme ça, c'est quand même super simple. Après, comme dans tous les dungeon crawlers, il faut prendre le temps d'appliquer ça. Et moi, prendre le temps, c'est pas quelque chose pour lequel je suis particulièrement fort. Quand tout le monde a agi,
de A à Z, de haut en bas, de gauche à droite, ça veut dire que on peut mettre fin à toutes les activations et on passe à la phase d'entretien. Il s'agit de la phase finale de chaque round de combat. Certains ennemis disposent de capacités qui se déclenchent lors de la phase d'entretien. Alors déjà, on fait l'entretien sur le plateau de combat. Remettez tout jeton parade non utilisé des héros comme des ennemis dans la réserve. Ok. Retirez tous les cubes étourdis des ennemis. Donc l'étourdissement ne dure qu'un round. Retirez les cubes de dégâts rouges des ennemis qui n'ont pas été vaincus. Ah ouais, chiotte. On rappelle qu'on doit faire un one-shot en fait au cours d'un même round. Et ensuite, on fait l'entretien dans l'application. Si des héros ont été mis hors combat, marquez-le. Si vous marquez tous les héros comme hors combat, l'application met un terme à cette scène de combat et vous dit ce qui se passe ensuite. Alors ce qui est bien, c'est que dans la majorité des cas, si j'ai bien compris, on va quand même passer à la suite de notre histoire. Et dans certains cas, on nous redemandera de refaire le plateau de combat. Après la phase d'entretien, passez au prochain round de combat et recommencer depuis la phase de préparation. Donc préparation, on jette les dés, on applique nos bonus, on agit, enfin, on choisit l'ordre d'initiative, on agit, on râle, on gagne, on perd, on ne sait pas. Mais on passe du bon temps. Et puis quand tous les rounds ont été écoulés, on a la fin de la scène de combat. Lors du dernier round, ah oui alors, faut se souvenir que c'est l'application qui nous donne le nombre de rounds à jouer. Lors du dernier round de combat, résolvez la phase d'entretien comme d'habitude, puis les héros doivent sortir de la zone, sauf en cas d'instruction spécifique. Alors pour sortir de la scène de combat, donc on a cet élément-là qui nous indique la sortie. À la fin de la phase d'entretien du dernier round, les héros doivent pouvoir tracer un chemin de la zone qu'ils occupent vers une sortie numérotée A, B, C. Enfin pas numéro, mais indiquée par A, B, C, etc. Il y a à disposition 4 jetons de sortie qui se trouvent... Ah non, il y en a plus que ça. Et sur un même plateau de combat, on pourrait très bien nous dire vous devez sortir par la zone B. C'est-à-dire aller chercher un objectif qui se trouverait assez loin et puis revenir sur nos pas pour obligatoirement sortir par la zone B. Et il faut que ce soit une sortie non défendue. Donc, on n'est pas un ennemi qui se concentre uniquement sur la défense. Il faudra qu'il soit éliminé. Une sortie défendue est une sortie à laquelle a été associé un jeton ennemi. Voilà, comme ça. Une sortie n'est pas défendue, d'autres ennemis peuvent occuper sa zone. Oui, il ne faut pas confondre défense d'une sortie avec des ennemis qui sont aussi dans la zone. Tout héros subit un dégât pour chaque zone traversée qui contient au moins un ennemi, en comptant la zone de départ et la zone où se trouve la sortie. Ah la vache, ça veut dire que sortir comme ça, sans tabasser, fait qu'on subit quand même un dégât. Sortir du combat est une action automatique qui survient lors de la dernière phase d'entretien et ne requiert aucune action de votre part. Ok, ça c'est gratuit, mais pour sortir avec nos actions, oui, il faut un maximum de bots. Les héros peuvent sortir de la scène de combat lors du dernier round, au moment indiqué par l'application, mais pas avant. Ok. Lorsque les héros sortent de la scène de combat, ils doivent tous emprunter la même sortie. Yes. La voleuse peut tracher? Non.
La voleuse peut tracer un chemin vers la sortie. Ici. Elle doit franchir une zone qui contient un conscrit et il y a un chien de garde dans sa zone de départ. Pour sortir de la zone de combat, elle doit subir 2 dégâts. Ouais. Là après c'est libre et là après c'est un mouvement gratuit. De son côté, le garde sylvestre peut sortir librement car il n'y a aucun ennemi sur sa route. Réussite ou échec du combat. À l'issue du dernier round, l'application va vous demander de noter les objectifs que vous avez réussis. Si vous les avez tous réussis, vous avez réussi la scène de combat. Sinon, c'est un échec. Ah ouais, il n'y a pas d'échelle de valeur. Les conséquences d'un échec au combat peuvent varier en fonction... Ah si, pardon. Les conséquences d'un échec au combat peuvent varier en fonction du nombre d'objectifs réussis malgré tout. Sauf indication contraire, vous conservez les objets et ressources collectées dans le sac du groupe. Alors le sac du groupe, c'est cette tuile-là qui va être placée comme ça et en fonction de ce qu'on aura collecté sur le plateau, on vient les mettre là. Une réussite ou un échec modifie votre aventure, mais ne mette pas un terme au jeu. Si vous réussissez tous vos objectifs avant le dernier round, vous devez tout de même jouer l'ensemble des rounds de combat prévus par l'application. Ok, une réussite vous aide à gagner des récompenses de victoire. La plupart du temps, l'aventure continue, même si vous avez échoué. Les conséquences ne seront pas idéales, mais le jeu avance malgré tout. Ça, j'aime bien. Parfois, vous devrez faire des choix difficiles pendant vos scènes de combat. Si vous commencez un combat difficile avec peu de santé ou d'énergie, sans nourriture ni soins, il est sans doute préférable de collecter des gemmes et de la nourriture plutôt que de tenter de réussir l'objectif. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce que faut pas oublier que une scène de combat ne met pas fin à notre scénario en cours. Un scénario pourrait très bien être composé de 2 scènes de combat consécutives et une phase de repos. Il faut pas oublier que lorsque l'on quitte une scène de combat et qu'on va en enchaîner une autre pour le même scénario, on ne récupère pas nos points de vie. Si on sort comme ça, imaginons, eh ben pour la seconde scène de combat de la même aventure, la voleuse, s'il lui reste qu'un point de vie, ça va être chaud patate. Ah ouais! Ah mais ouais! Donc, faire gaffe à ses miches. Ouais, donc, vu que l'aventure continue, même si on a échoué une scène de combat, on peut passer notre temps à collecter de la ressource en minimisant les dégâts plutôt que de vouloir à tout prix accomplir nos objectifs. Après, il y a le côté challenge, hein. Alors, la récupération et la réinitialisation. Quelle que soit l'issue du combat, vous récupérez 1 de santé et 1 énergie. Oh, bah alors! Si vous avez été mis hors combat, prenez une carte corruption et réglez votre santé et votre énergie à 2 points de vie, 2 énergies. Carte corruption, on en a un paquet, un bon paquet. C'était les cartes noires qu'on nous a fait trier hier. Ouais, il y en a pas mal. Il y en a pas mal beaucoup. Après une scène de combat, l'application va vous demander de saisir votre santé actuelle. Ah ouais, la bâtarde, on peut pas gruger. Saisissez la valeur de santé de chaque héros après récupération, donc cette récupération-là, et confirmez. Réinitialisez les compétences et les objets à usage unique en les retournant face visible. S'il y a des gemmes dans le sac, laissez-les dans le sac.
Lors des scènes de repos, n'importe quel joueur peut dépenser des gemmes pour acheter des compétences, de l'équipement, de la nourriture et bien plus encore. Ouais, donc là, on y stocke la nourriture et les gemmes. Ah oui, d'accord, les gemmes n'ont pas la même valeur. Une jaune, c'est 1, une rouge 3 et bleu 5. Ok, ok. Préservez votre santé. La santé et l'énergie ne se réinitialisent pas au fil du jeu. Il est donc important de préserver ces ressources. S'il est possible de récupérer gratuitement de l'énergie lors des scènes de repos, ce n'est pas le cas de la santé. Vous devez dépenser un or pour soigner 2 de santé. Cet or risque de vous manquer ensuite pour améliorer vos compétences et objets pourtant indispensables sur le long terme. Ouais, ben oui, donc ça, super important, hein. Nourriture, or, eau foncé. Que se passe-t-il lorsque nous sommes hors de combat? Si votre héros est mis hors de combat, vous ne pouvez plus agir. Touchez votre figurine de héros, ok. Ignorez votre tour si c'est à vous de jouer. Crac. Toute capacité passive doit être ignorée. Bah oui, on est hors combat. Pour relever un héros hors combat, un autre héros doit se déplacer dans sa zone. Dépenser. Alors, comment ça, point d'interrogation? C'est quoi ça? Ah! Où est-ce qu'on les chope, les points d'interrogation? Ça y est, j'ai oublié. C'est quoi ce délire? C'est sur nos capacités, c'est ça? Ah ouais, ils sont là. Bah, hmm. Ah, il va falloir que je révise ça parce que je sais plus où est-ce qu'on chope un point d'interrogation. Oh, bah ça alors. Oh, c'est baiser. Bon, il y aura peut-être un exemple, non? Donc, on se déplace dans la zone, on dépense 2 points d'interrogation, on subit un dégât et une perte d'énergie. Alors, ça franchement, je trouve ça. Pourquoi? Juste sur le principe d'aller aider un pote à se relever, on perdrait de l'énergie. Alors, l'énergie, pourquoi pas? Ça monopolise complètement notre tour. Et pourquoi on perdrait un point de vie? Alors ça, franchement, je suis pas sûr de l'appliquer, hein. Donc si on le fait, le héros hors de combat regagne 2 points de vie et pioche une carte corruption dont l'effet s'applique immédiatement. D'accord, pénalité. Relever la figurine du héros. Hop, ça veut dire aussi qu'on doit remettre notre plaquette. Les ennemis peuvent à nouveau attaquer ce héros. Un héros relevé peut recommencer à jouer lors du prochain round. Lors de la phase d'entretien, notez que ce héros n'est plus hors combat. Si votre héros est toujours hors combat à la fin d'une scène, ne regagnez pas une santé et une énergie comme vous le feriez normalement. À la place, piochez une carte corruption et remettez votre énergie et santé à 2 et 2. Si votre héros est mis hors combat lors d'une scène d'histoire, vous ne pouvez plus effectuer de tests. Si votre héros devait encore effectuer des tests lors de cette scène d'histoire, considérez-les comme des échecs. Les autres joueurs peuvent cependant vous soigner avec des compétences ou de l'équipement utilisable hors combat. S'ils le font, vous n'êtes plus hors combat et pouvez normalement effectuer des tests. À la fin d'une scène d'histoire, si votre héros est toujours hors de combat, piochez une carte corruption et récupérez 2 santé. Ok. Si votre héros est mis hors combat à cause des dégâts d'une carte corruption, ne prenez pas de carte corruption supplémentaire.
Ok, bon ça aussi c'est important. Mis à part cette règle de perdre un point de vie pour aller relever un pote, qui ne me plaît mais absolument pas, que je trouve pour le coup punitif. Mis à part ça, eh ben ça va, s'il se passe quelque chose, on vous le dira. Jouer un round de combat supplémentaire. Ah, c'est bien ça. Il peut arriver que la victoire vous échappe à un cheveu. Dans ce cas, le groupe peut collectivement décider de jouer un round de combat supplémentaire, mais un tel effort a un coût. À la fin du dernier round, l'application va vous demander si vous voulez jouer un round supplémentaire. Si vous le faites, chaque héros qui n'a pas été mis hors combat pioche une carte corruption. Ah ouais, bâtard. Ensuite, ces héros jouent un round de combat supplémentaire. Si au moins un héros a déjà 4 cartes corruption, le groupe ne peut pas choisir de disputer un round en plus. Et la fameuse corruption. Que vous jouez un round de combat supplémentaire, chaque héros pioche une carte corruption. Appliquez l'effet indiqué. Placez la carte à côté de votre plateau ou défaussez-la selon ce qu'elle indique. Rappel, si au moins un héros possède déjà 4 cartes, le groupe ne peut pas choisir ce round supplémentaire. Exemple. La carte corruption murmure sinistre rend les tests plus difficiles en vous demandant de lancer un dé supplémentaire, donc d'obtenir un succès en plus. Vous piochez également une carte corruption si votre héros est mis hors combat, ou si le jeu vous le demande. Dans ce cas, seul le héros concerné pioche. Et même s'il a déjà 4 cartes, auquel cas c'est la merde. Si une carte corruption vous inflige une perte d'énergie, mais que vous n'avez plus d'énergie, on perd de la santé à la place, bien sûr. Si cette perte vous met hors combat, ne piochez pas d'autres cartes corruption. En revanche, vous ne participez plus au reste de la scène, que ce soit une scène de combat, scène d'histoire. Alors ça aussi, la mécanique des corruptions, il va bien falloir la renoter, la dissocier pour bien l'appliquer, parce qu'on a des 3 ou 4 cas de figure différents. Après, on va avoir des règles de combat supplémentaires, notamment l'étourdissement. Ah! Pousser et attirer. Sur la base de la mécanique de combat, ça s'inspire beaucoup quand même de Gloomhaven, hein. Mais c'est pas un mal, parce que c'est des petites options tactiques qui sont vraiment sympas. Alors l'étourdissement. Lorsqu'un sbire est étourdi, ignorez ses capacités. Exemple, blocage première ligne. Lors des réactions ennemies, donc cette tuile-là. Un ennemi étourdi ne réagit pas. C'est un autre jeton du même type qui réagit à sa place. Lors des tours ennemis, si un ennemi est étourdi, il n'agit pas. Lorsqu'un héros étourdit un sbire, placez un cube étourdi vert dessus. Retirez ce cube et son effet lors de la phase d'entretien. Lorsqu'un héros est étourdi, placez un cube vert sur son plateau. Lors de la prochaine phase de préparation, ce héros lance un dé de moins. Ah, ça va. Puis retire le cube vert de son plateau. Aucun héros ni ennemi ne peut avoir plus d'un cube vert sur son plateau. Ignorez tout effet étourdi porté contre une cible qu'il est déjà. Ouais, logique. Pénalité pour les héros. Préparation suivante, on ne lance que 3 dés au lieu de 4, mais toujours au choix. Et pour l'ennemi, il n'agit pas. On peut pousser ou attirer. Alors pousser, déplacer un adversaire depuis la zone où il se trouve, dégage vers une zone adjacente. Les héros peuvent pousser les sbires, mais pas les meneurs, c'est-à-dire pas les ennemis violets. Tous les autres, ça dégage. Lorsqu'un héros pousse un sbire, il le déplace dans une zone adjacente de son choix. Lorsqu'un ennemi pousse un héros, ce héros est poussé dans une zone adjacente, tiré au sort, voire ci-dessous. Ah oui, alors,
Ça me rappelle que on a le fameux dé au hasard. Ah bah il est là, tirage au sort. Et puis on peut attirer un ennemi à soi, donc c'est depuis une zone adjacente vers la zone de celui qui l'attire. Lorsqu'un ennemi utilise cette capacité, on applique les règles de ciblage standard. Ok, donc les règles de combat classiques. Si celui-ci veut attirer un héros adjacent, règle de ciblage classique, peut-être que sur sa carte pour l'action attirée, on aura le symbole flèche rouge, flèche noire. Donc ce serait le premier héros qui a agi ce tour. Hop, le seigneur est attiré. Ok, ciblage normal. On était attiré, voilà. Les héros peuvent attirer des sbires, mais pas les meneurs ni les boss. D'accord. Ils ont une immunité. Si un héros attire un sbire depuis un groupe, il choisit l'ennemi qui l'attire. Voilà, à toi. Mercenaire attire celui-ci, et ensuite, bim, elle le frappe. Alors le dé jaune, tirage au sort. Dans certaines situations, les règles peuvent vous donner plusieurs choix, tout aussi légitimes les uns que les autres. Par exemple, lorsqu'un ennemi se déplace vers le héros le plus proche, il peut avoir le choix entre deux. Dans ce cas, utilisez un D6, puis tirez au sort sa décision. Par exemple, de 1 à 3, c'est le seigneur, de 4, 5, 6, c'est l'autre. Ok. Cela survient aussi lorsqu'un ennemi pousse un héros dans une autre zone. Si plusieurs zones sont éligibles, vous devrez en déterminer une au hasard. Ouais, bon, bah ok. C'est bien d'avoir un dé comme ça, parce que généralement, quand je fais du hasard, bah, machinalement, je vais choper un dé 6 qu'on a tous de côté et on l'utilise comme ça. Parfait. Récompense de victoire. Chaque fois que vous réussissez une scène de combat dans l'histoire principale, mais pas dans les quêtes annexes, vous gagnez un point de victoire. Lorsque vous aurez accumulé un certain nombre de PV, l'application vous donnera le choix entre deux récompenses. Ah ouais? Suivez les instructions et choisissez celle qui vous intéresse. Hmm. D'où notion de rejouabilité, pourquoi pas. Sac du groupe. Lorsque vous gagnez des gemmes, de la nourriture, rangez-les dans le sac du groupe, sauf mention contraire. Tout ce qui se trouve dans le sac ne peut pas être utilisé avant la fin de la scène de combat. Le contenu du sac appartient à tous les joueurs. C'est conservé même si vous échouez à une scène de combat ou si tout le monde est mis hors de combat. Ah ça c'est bien. Lorsque l'occasion vous en est donnée, vous pouvez dépenser conjointement les objets du sac du groupe. Les gemmes jaunes valent 1 or, les rouges 3 or et les bleus 5 or. On est bon là-dessus. Oh putain. Facultatif. Le mode hardcore de ces morts. Si vous voulez relever des défis plus corsés, virgule, même pas en rêve, virgule, vous pouvez tenter le mode hardcore. Les joueurs peuvent discuter de leur stratégie uniquement lors de la phase de préparation. Lors de la phase action, seul le joueur actif a le droit de parler, ouais, ok. Les autres joueurs n'ont pas le droit d'intervenir pour influencer ses actions. Ouais, d'accord, oui, effectivement, ça peut avoir un super impact. Dans le feu de l'action, un combattant n'a pas le temps de discuter posément avec ses frères d'armes. C'est en préparant le combat qu'il doit le faire. Bien. Bon, mode hardcore, décidément, c'est super dur à dire. À 8h40 un dimanche matin. Maintenant, on va passer aux scènes d'histoire parce que le gros du morceau de la mécanique de jeu, ce sont les scènes d'action. Et je vous rappelle que oui, c'est ça, en une seule aventure, on pourrait très bien avoir 2, 3, voire 4 scènes d'action différentes avant de pouvoir se reposer.
Ok, on est là. Ça fait 1h20 là, tranquille. Ouais, bah c'est ça, faut compter 10 pages pour 2 heures, en gros. Donc on va y arriver tranquillement. Alors, les scènes d'histoire, donc ça c'est uniquement l'appli hein, qui gère ça. Les événements du jeu se passent à Ésaphir, une ville de la vaste région de Cannes dans le monde d'Eana. Ésaphir, c'est la ville, dans la région de Cannes, dans le monde d'Eana. Ok. Le monde d'Eana, ah, on peut. E et A, c'est quoi? C'est Eana, est appelé à croître et à évoluer. Studio Agathe, à l'origine de sa création, développe constamment ses contrées et leurs habitants. Dans Faites Forge, les Chroniques de Cannes, vous évoluez dans les rues des Zaphirs et interagissez avec de nombreux personnages en explorant les alentours de la ville et ses profondeurs. Au fil de l'histoire, vous ferez des choix dont votre entourage se souviendra. Les chemins que vous prendrez dans l'aventure seront déterminés par les choix que vous ferez au fil de l'histoire et les objectifs que vous accomplirez ou non lors des combats. La plupart de vos choix et de vos actions auront des conséquences durables, parfois mineures, parfois majeures. C'est ainsi que vous explorerez les nombreuses ramifications possibles. Le dénouement de l'aventure dépendra de tout ce que vous avez fait auparavant. Soyez prudent. Bien. Maintenant, les tests. Alors, les tests, c'est 3D gris. Ah, ils sont là. Certaines situations du jeu vous demandent d'effectuer des tests. Ces tests peuvent être requis pour tous les héros ou pour un seul. Lorsqu'un test vous est demandé et en l'absence d'informations contraires, vous devez choisir un des héros pour l'effectuer. Il existe 3 niveaux de difficulté, facile, moyen, difficile. Respectivement, vous devrez lancer 1, 2 ou 3 dés. Un test facile, 1 dé. Ah oui, ok. Pour réussir un test, vous devez marquer un succès sur chaque dé lancé. Alors, un carré rapporte un succès. Si le dé affiche 4 carrés, il compte comme un succès si vous disposez d'une caractéristique correspondant au type du test. Ah oui, alors, les caractéristiques, ce sont ça. Persuasion, agilité, résilience ou perception. Ah ouais, d'où. Je dois faire un test difficile avec le seigneur. Que j'obtiens ça. Et qu'on m'a demandé un test de persuasion. Bah, ça tombe bien parce que je possède la caractéristique persuasion. Par contre, en jetant 3 dés, là, il aurait fallu 3 succès. Ça, c'est mort. Tac. Alors, avoir une telle caractéristique permet également de dépenser une énergie pour relancer une fois tous les dés. Ah ouais, alors ça c'est chaud. Réussir un test moyen ou difficile vous rapporte des points de caractéristiques à noter dans l'application et vous donnera accès à de nouvelles caractéristiques par la suite. En exemple, les héros tentent de suivre la piste d'un sanglier dans un marais aux abords de la cité. Ils doivent faire un test de perception moyen. Le groupe désigne le garde sylvestre qui dispose de la caractéristique perception. Pour tenter le test, il lance 2 dés, obtient un succès et un symbole perception. Grâce à perception, le test est une réussite. Le groupe gagne un point de caractéristique et les événements à venir lui seront probablement favorables. Bien. La réputation. L'application garde une trace de la réputation de votre héros. Vos choix affectent vos relations avec les personnages et les factions du jeu. L'histoire prendra un cours différent selon votre comportement. Un personnage ou une faction auprès de qui vous avez une valeur de réputation élevée
vous verra sous un jour favorable. Un onglet dédié dans l'appli vous permet de consulter cette valeur pour chaque personnage ou faction. Alors, à chaque fois que dans la règle papier, ils font référence à l'application, ils auraient pu mettre une icône pour nous dire à quoi on va s'attendre. L'exploration avec la figurine de groupe là. Vous devez parcourir les rues des Zaphirs. Les héros n'ont jamais mis les pieds dans cette ville, mais ils disposent d'une carte rudimentaire pour s'orienter. Vous devez donc utiliser votre carte des Zaphirs pour déduire où vous êtes, où vous souhaitez aller et comment vous y rendre. Comment ça? Pourquoi? Si on prend la carte Zaphir, pourquoi ce serait important de déduire comment s'y rendre? Il va falloir que je la laisse déplier fréquemment peut-être. Par exemple, si on est en 20, pour aller au 2, on passe par 1 et puis par la porte ici. Ouais, c'est chelou. Alors, il va nous falloir un peu plus de précision par contre. L'application vous donnera des indices au sujet de l'endroit où vous vous trouvez et vous aidera à vous rendre à destination. Cherchez d'abord l'endroit où vous êtes et placez-y la figurine représentant votre groupe. Choisissez une direction et renseignez votre choix dans l'application. Ouh la vache! Celle-ci vous dira quel lieu vous avez atteint. D'accord. Alors là, sur le papier, je suis pas fan de ça, mais enfin bon, on verra en utilisant. L'application nous dit vous êtes en 1. Bon, ça va être un lieu nommé, hein. Vous devez vous rendre en 8. Moi, je lui dis choisissez une direction et renseignez votre choix. On va à l'est. Bim. Là, il se passe un truc. Ah, alors ceci dit, on pourrait très bien se dire. Là, il y a une porte, hein, il y a une muraille avec des portes. On va lui dire on va au sud. Ok, vous arrivez sur, je sais pas moi, une place avec un monolithe. Qu'est-ce que vous faites après? Donc on devait se rendre en 8. Bêtement, on dit bah on va à l'ouest. Non, vous êtes trop des connards, vous avez perdu du temps. Vous perdez tous 8 points de vie. Ah, c'est ballot. Ça a l'air de fonctionner comme ça. Donc, on renseigne notre choix. Celle-ci vous dira quel lieu vous avez atteint. Trouvez ce lieu sur la carte et placez-y votre figurine. Poursuivez ainsi jusqu'à avoir terminé la séquence d'exploration en cours. Nous vous conseillons de nommer un joueur pour gérer l'appli, tandis que les autres suivent le déplacement du groupe sur la carte. C'est amusant. Ok. Ouais, c'est le mot qui me vient. Ça peut être amusant. Les séquences d'exploration peuvent survenir dans l'histoire principale ou lors de quêtes annexes. Paquet histoire. Ah oui, alors, à force de parler d'applications, j'en oublie qu'on a une grosse boîte avec quand même des cartes dedans. Votre groupe va collecter des cartes histoire au fil de son aventure, créant ainsi votre paquet histoire. Lorsque l'appli vous le demande, prenez la carte requise dans la boîte et ajoutez-la à votre paquet. Sauvegardez le paquet histoire après chaque session. Voir sauvegarde de la campagne. Les scènes de repos. Ça va être important. Ah oui, il y avait les jetons sabliers. Que ça? Le temps dont disposent les héros pour se reposer est représenté par des jetons de pan, par des jetons temps. Vous pouvez dépenser des jetons temps pour visiter un lieu de repos ou entreprendre une quête annexe lors de la scène de repos. Au début de chaque scène de repos, l'application vous indique combien de jetons vous devez placer dans la réserve. Les temps ne sont pas persistants d'une scène de repos à l'autre. Tout jeton inutilisé doit être défaussé à la fin d'une scène de repos. Eh ben c'est marrant, mais c'est ce que j'ai évoqué quand on a fait le
déballage que j'ai vu ces trucs-là. Je me dis, tiens, si ça se trouve, on n'aura pas à chaque fois le même temps. 2, 4, 6, il y en a 6. Et imaginons que pendant la scène de repos, on pourrait faire 5 actions différentes, mais qu'on ne va posséder que 3 jetons temps. Il va falloir choisir. Alors, les lieux de repos. Ce sont des endroits non hostiles, parfois occupés par des personnages à qui les héros peuvent rendre visite pour récupérer, s'entraîner, acheter des objets et explorer le monde. Certains lieux de repos sont disponibles dès le début du jeu, tandis que d'autres peuvent être déverrouillés en fonction de vos actions, de vos choix ou de la progression de l'histoire. Vous devez dépenser des temps pour visiter un lieu de repos. Le coût est indiqué sur sa carte. Certains lieux ont une icône œil au lieu d'une icône temps en haut à gauche. Alors, avec des œils, ce sont des boutiques où vous pouvez acheter des objets. Vous pouvez visiter ces boutiques pour consulter leur inventaire sans dépenser de temps. Mais si vous voulez acheter quelque chose, vous devez dépenser les jetons temps indiqués sur la carte en plus du coût de l'objet voulu, donc en plus du coût en gemmes. Chaque carte donne des détails supplémentaires sur le lieu de repos correspondant. Lorsqu'une scène de repos est terminée, placez les cartes lieu de repos dans le sac du groupe afin de pouvoir les réutiliser plus tard, sauf si l'application vous demande de les défausser. Ok. Donc dans le sac là, dans notre sac, on va avoir à la fois de la nourriture, des gemmes, mais aussi des cartes par rapport au lieu. Ok, lors d'une scène de repos, on peut aussi avoir accès à des quêtes annexes. Certaines cartes représentent des quêtes annexes que votre groupe peut tenter lors d'une scène de repos. Ces cartes vous donnent tous les détails nécessaires pour la quête en question, mais l'histoire et le combat seront gérés par l'appli. Les quêtes annexes peuvent être tentées avant ou après avoir visité un lieu de repos. Avant ou après, oui d'accord. Chaque quête annexe affiche un niveau de menace de 1 à 4. Nombre de crânes visibles, indiquant sa dangerosité. La plupart des quêtes annexes disparaissent après 2 ou 3 scènes de repos. À vous de choisir celle que vous tenez à faire, ça c'est bien. Ce qui impliquerait une sorte de journal de bord, par exemple, si on veut rejouer la campagne, en se forçant à faire des choix différents, histoire de vivre quelque chose de différent. Récupération d'énergie et d'armure. Ah oui, alors attention, hein, il y a un point important. On a un timer en nombre de scènes de repos avant qu'une quête annexe ne disparaisse. Alors, la récupération d'énergie et d'armure. On récupère l'énergie à la fin d'une scène de repos. Les cubes noirs d'armure regagnent également leur niveau initial à la fin d'une scène de repos. Ok. Le soin. Lorsqu'on visite un lieu de repos qui offre du soin, on peut dépenser de l'or pour regagner 2 points de vie. Une pièce d'or, 2 points de vie. La santé ainsi récupérée peut être distribuée comme vous le sentez parmi vos héros. Ah ouais, bien. Alors c'est comme vous le souhaitez, hein, comme vous le sentez parmi les héros. Ok, ça c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça permet de ne pas perdre de pièces d'or. Si on pète 20 pièces d'or, on a 40 points de vie à répartir pour les héros. C'est pas mal. Et la nourriture. Certains lieux vous permettent d'acheter de la nourriture. Alors, 1 or par jeton que vous placez aussitôt dans le sac du groupe. Donc jeton nourriture, ce sont les cuisseaux de dinde. Tac!
Après chaque scène de combat, non, pardon, on en était là. La nourriture coûte OK. Hors combat, un héros peut défausser des jetons nourriture pour récupérer un point de vie et une énergie par nourriture défaussée. Alors, vous voyez, quand je disais que c'était pas logique, quand on a un héros qui vient relever quelqu'un qui est hors combat, le héros qui vient le relever va perdre un point de vie et une énergie, alors qu'il est actif. Et un héros hors combat va pouvoir manger alors qu'il est out pour se relever tout seul. C'est un peu déconnant. Bon, bref, ça m'incite juste à dire que la perte du point de vie pour aller aider quelqu'un, non, décidément, je vais pas le mettre en place. Alors, puisque vous ne récupérez que 1 de santé et une énergie après chaque scène de combat et qu'il vous faut de l'or pour vous soigner pendant le repos, il est important de prévoir suffisamment de nourriture ou de potions de soins. Les scènes de repos surviennent toutes les 2 ou 3 scènes de combat, ce qui signifie que si vous prenez une raclée dès le début, vous aurez du mal à survivre aux scènes de combat suivantes sans nourriture ni potion. Absolument. Ah tiens, en jetons en bois, je pourrais mettre aussi les saucisses que j'avais achetées, les pommes, les bouteilles. J'avais acheté ça exprès pour Tented Grail. Et bah autant que ça serve ailleurs, hein, c'est le but. Bon, scène de repos, il y a zéro ambiguïté, on est bien, hein, on est bien. Maintenant, la gestion de la campagne. Lors de la campagne, vous allez acquérir des cartes de la boîte. Vous en garderez certaines et défausserez les autres. Les cartes et jetons que vous avez en jeu devant vous ou dans votre arbre de compétences sont conservés dans votre boîte de héros ou dans la boîte du groupe entre chaque session. Lorsque des cartes sont retirées du jeu, elles doivent être rendues ou défaussées. Celles qui sont rendues doivent être remises dans la boîte des cartes à déverrouiller. Si elles sont numérotées, remettez-la dans le bon ordre. Sinon, remettez-les dans leur paquet. Dans ce cas, remélangez ce paquet ensuite. OK. Les cartes défaussées doivent être mises dans le cimetière de la boîte. Ah oui, c'est ça le cimetière. On a un intercalaire cimetière. Je pensais que c'était les cartes non pas défaussées, mais détruites. Mais là, il n'y aura pas de cartes détruites alors. Donc, les cartes défaussées doivent être mises dans le cimetière. Ces cartes, bah, c'est l'équivalent, hein, ne seront plus jamais utilisées. Certaines cartes peuvent en remplacer d'autres. Dans ce cas, défausser la carte en question et piocher celle qui la remplace. Les cartes corruption, ah bien, doivent être défaussées dans le cimetière. Pourquoi c'est bien? Bah, si c'est une carte ultra méchante, au moins on la reverra pas. Les cartes ennemies utilisées lors d'une scène de combat reviendront souvent dans d'autres scènes, ok. Placez ces cartes dans la section ennemis rencontrées de la boîte des cartes. Oui, oui. Lorsqu'une scène de combat liste des cartes ennemies requises, cherchez les cartes demandées dans le paquet déjà utilisé, puis allez chercher celles qui vous manquent dans la section correspondante. Dans la section correspondante. Rencontre. Ouais, c'est peut-être ça. Bon, on verra. Ça, c'est pas le plus compliqué à appliquer, hein. Bien. La sauvegarde d'une campagne. Conservez les éléments physiques. Le jeu est conçu pour que vous puissiez facilement sauvegarder. Regroupez les compétences que votre héros a achetées, ses objets, ses cartes corruption, les jetons de son plateau. Rangez-les dans le sachet prévu, puis rangez ce sachet dans votre boîte
Ouais, d'accord, puis rangez la boîte dans un placard, le placard, mettez-le à l'abri, enfin bref, heu, finalement, moi, je mettrais tout pas dans le sachet d'abord, mais dans la dans la boîte, à la sauvage, quoi. Rangez ce sachet dans votre boîte de héros avec les jetons épuisés de votre plateau et les compétences non achetées. Ah oui, OK. C'est pour distinguer ce qu'on est en train d'utiliser et ce qui ne l'est pas. Dans la boîte du groupe, alors la boîte du groupe, c'est celle-ci. Rangez les éléments partagés par le groupe, les gemmes, le paquet histoire. Lorsque vous voudrez rejouer, donnez à chaque joueur son plateau, sa boîte, et on place les éléments à partager à portée de tous. Alors ça, c'était les éléments de jeu physique, et puis la sauvegarde de l'application, c'est automatique pour la progression. Au lancement de l'appli, un écran vous demande si vous souhaitez reprendre la campagne ou en lancer une autre. Ah ouais, ok. Ah bah oui, il y a un onglet chargé. L'application peut sauvegarder jusqu'à 4 campagnes. J'ai dû y faire attention. Ben, généralement, c'est le nombre que l'on a. BlueStack, ouais, voilà. Charger une campagne, et si je fais nouvelle campagne, ouais, voilà, on a 4 slots. Jouer 4 campagnes, on pourrait très bien jouer une première campagne. Tiens, si je fais ça, je pourrais avoir 2 sauvegardes pour la campagne et Chronique de Cannes et 2 sauvegardes pour le Choc des Immortels. Ah, dis donc. Et n'oublions pas qu'en février sur Kickstarter, ils relancent une nouvelle campagne participative pour un reprint et aussi de nouvelles extensions. Au moins une. Qui sera, je suppose, aussi disponible en boutique d'ici 2 ans. Peut-être même avant parce qu'ils ont déjà un maximum d'éléments préparés. Si ça se trouve, ce sera très court. Ok, ça c'était pour l'histoire de la sauvegarde dans l'appli. Ah, modifier le nombre de joueurs et recommencer un acte. Vous pouvez recommencer un acte à n'importe quel moment, sauf en plein combat, en touchant le bouton paramètres. OK. L'application se souviendra de vos choix et des combats que vous avez menés avant le début de cet acte. Ah oui, alors attention, c'est un acte, hein. Et on se rappelle qu'une campagne est composée de 3 actes. Non, pas ce doigt-là. Un acte va être composé de plusieurs scènes de combat et de repos. Donc si on décide au bout de 3 successions de scènes de recommencer, ça veut dire qu'on remonte quand même pas mal en arrière, hein. Ok. Vous pouvez alors modifier le nombre de joueurs et échanger des héros pour permettre à de nouveaux joueurs de rejoindre la campagne. Tac. Lorsque vous recommencez un acte, vous repartez avec les objets non consommables que vous aviez au début. Vous conservez vos cartes caractéristiques et récupérez santé, énergie, mais vous rendez vos cartes corruption. Enfin, vous recevez un peu d'or pour acheter des compétences parmi celles disponibles au début de cet acte. Suivez les instructions de l'appli le long de ce processus. Ouais. Échanger des héros. À tout moment, sauf en plein combat, vous pouvez échanger un héros actif contre un autre. Ok. Vous n'avez pas besoin de recommencer l'acte pour cela. À tout moment, sauf en combat, on peut changer de héros. Ah d'accord, sans avoir à recommencer. Très bien. Nous vous conseillons d'utiliser cette fonction exclusivement quand un joueur est remplacé par un autre qui veut jouer un nouveau héros. L'option adéquate dans le menu paramètres. Le nouveau héros pourra acheter autant de compétences que l'ancien. Le nouveau héros conserve malgré tout les cartes corruption et les caractéristiques de l'ancien. D'accord, je suis entièrement d'accord. Eh ben, dernière page. Puisque je vous rappelle que les règles à déverrouiller, on n'en prend connaissance que lorsque la situation survient.
Le mode bataille, alors rapidement parce que ça je m'en pète un rein, moi j'aime le narratif. Ce sont pour ceux qui ne jurent que par le fracas des armes et ne courent pas après l'aventure. Ça possède un mode bataille indépendant de la partie classique. Une série de mini-quêtes en fait de difficultés variables. Chaque quête se joue en 2 à 3 heures et ça consiste en un certain nombre de scènes de combat avec des scènes de repos. Bon, pour moi c'est totalement inintéressant ça. Bon bah après, hein, on choisit le mode bataille, on choisit nos héros pour la première scène de combat, choisissez une des mini-quêtes disponibles, la corruption, les récompenses. Bref, alors ça a son intérêt, hein, pour ceux qui veulent vraiment faire du fritage plutôt que de la narration à outrance. Le mode bataille est très bien, très très bien, parfait. Vous avez eu raison de le créer. Bon, ben merci à Gordon Kalecha et David Schirkop pour cette création. Alors attention, je ne vais pas m'enflammer, on fera peut-être les remerciements quand on aura commencé à jouer. Et ben voilà, notre seconde et dernière, pour le coup, vidéo de découverte des règles, puisque bah, maintenant, il ne nous restera plus qu'à démarrer une partie. Alors, je sais que lorsque l'on démarre une nouvelle campagne, on va avoir droit à un tuto. Mais il me semble bien que le tuto, si je fais ça, le tuto va être inclus dans le démarrage de la campagne en fait, hein. Ouais, je considère que j'ai pas l'extension Choc des Immortels. Là, on peut cliquer sur le menu. Et pourquoi? Ah oui, j'avais coupé le son dans BlueStack pour pas que ça nous embête. Oh la vache! Alors j'ai un retour de son, moi, qui est monumental. Je vais me mettre sur les enceintes à 8. Tiens, bah ça va être l'occasion de tester le volume de capture de son du bureau pendant qu'on joue. Alors j'avais pas modifié, je suis à une valeur de 35 dans OBS. On verra si c'est trop fort ou pas. Bon, après on peut baisser un poil de cul la musique. Donc on va faire ça. Les effets, j'aime bien les laisser au maximum par défaut. Donc on est comme ça. Ah oui d'accord, à chaque fois qu'on va dans le menu, ça nous ramène au début du début. Donc on a dit ce sera les chroniques de Cannes. Je ne possède pas d'extension. Ah ouais, donc là on commence la campagne. On va quand même démarrer par le tuto de combat. Enfin et d'histoire même. Mais on sera dans le dur, direct. Alors moi, je serais tenté de faire ça. Ah ouais, ça c'est clair. Non, toi arrête de te dandiner, tu m'agaces, chaman. Barcha la mercenaire, et puis Cassius III, notre seigneur. Chaque joueur peut choisir un héros. Alors attention à bien lire, hein. Chaque fois, toc toc. Bon, ça a l'air suffisamment clair. Commencer une campagne, on fait ça. Ça fait 1h48. Oh, j'ai même pas encore atteint mon timing de 2 heures. Allez, on fait ça. Oh, chiotte. Mode facile. Oh! Voulez-vous activer le mode facile pour les petites pleureuses comme Friedrich von Moriarty? Ah, ils ont tout prévu. Vous pouvez le changer à tout moment dans les paramètres durant la partie. Alors moi, j'aurais tendance à faire oui, hein. Mode facile pour les petites pleureuses comme Friedrich von Moriarty. Alors, par contre, ça c'est dommage parce que dans la doc, j'ai pas souvenir qu'ils aient fait référence à un mode facile. On nous a parlé du mode hardcore, mais on ne sait pas ce qu'est le mode facile. Est-ce que on a plus de points de vie? Bah, sur le principe, je dirais non, puisque les points de vie et l'énergie sont soumises aux indications du plateau.
Le mode facile, ça va être quoi? Eh ben, ce serait l'occasion de tester un mode facile et un mode normal. Alors là, j'aurais tendance à mettre oui. Un bouton grisé indique que l'écran n'affiche pas l'intégralité du texte à lire. Faites défiler le texte vers le bas pour rendre le bouton activable. Certains boutons doivent être maintenus longtemps si cela implique un choix. Ah oui, c'est pour éviter de se planter. D'accord, d'accord, d'accord. Donc un bouton grisé, il faut faire quoi? On scrolle. Continuer. Oh, c'est beau. Ah, ça c'est bien qu'ils aient mis un petit peu de visuel. J'espère qu'il y en a beaucoup pour l'immersion. Ah ouais, alors, sur le retour écran que vous avez pour la vidéo, est-ce que ça va pas prendre trop de place? Mais en même temps, vu que l'application est quand même une partie intégrante du jeu, ça me rappelle d'ailleurs qu'avec Descent 2, la légende des ténèbres, j'avais été embêté pour jongler avec quelle part de l'application je montre et je montre pas. Surtout qu'on n'était pas sur un format comme ça de haut en bas, mais c'était un grand écran. Là, ça peut être pratique, et puis après, je fais ça, hein. Ça fait une petite manipulation, mais en même temps, il y aura de la vie. Si je déverrouille et que je baisse, bon, ça garde la propos. Ah, là j'ai peur que ce soit trop petit après, que ce soit pas fun. Bon, je testerai en démarrant comme ça, et puis on verra. Ah, j'ai envie de faire continuer. Mais non, on fera pas continuer. Ah, attendez, par contre, il y a des nouveaux onglets là. Ça, c'est quoi? Très bien. C'est quoi? C'est un parchemin? Ça va être notre mémoire d'histoire. Bon, moi, on revient là. Ça, c'est quoi? Ah, cool, les stats. Oh, j'adore les stats. Ah ouais, alors pour le coup, il faudra peut-être que je me refasse ma feuille de campagne. Ma feuille de campagne, bah non, puisque les stats, ça va tout nous reprendre. Non, bah pour le coup, il y aura peut-être pas lieu. Et sur une feuille à part, noter les choix que l'on aura fait, s'ils sont plus ou moins importants. Alors en première statistique, on aura les combats remportés. Ah c'est bien, ils ne nous tabassent pas avec la sale statistique des combats perdus. Les points de caractéristiques, ok. Et la réputation envers l'Empire et envers les Derelos. Ok. Et puis les options. Ah, et oui, le mode facile qui est coché ici, tout en bas, on peut le déverrouiller. Votre campagne est sauvegardée automatiquement. On peut revenir au menu principal, recommencer le fameux acte si vraiment on s'est pris une branlée monumentale. On peut échanger de héros parce que vous êtes sur le point de retirer un héros du groupe pour le remplacer par un nouveau héros différent. Alors, est-ce qu'on peut simplement virer un héros parce que c'est trop poussif, ça prend trop de temps en gestion? Si je fais ça, ah bah c'est marqué là. Cette option ne vous permet pas de modifier le nombre de joueurs. Donc ouais, c'est bien un remplacement. Ne faites cela que si un joueur de votre groupe a été remplacé par un autre joueur qui souhaite contrôler un autre héros. Ouais, bah on fait ce qu'on veut. Donc je dis que je vire le garde Sylvestre, retirer le héros actuel. Ah ouais, ok. Là on a le mémo pour le remplacement. On confirme et donc on est censé arriver sur le choix du chaman. Voilà. Hop. Mise en place du héros choisi, on suit les indications, on confirme. Vous êtes prêt à reprendre le jeu? Ah, mais merde, j'ai fait une connerie. On va rééchanger de héros. Je vire le chaman en faisant les manipulations. Je reprends le garde Sylvestre. Je suis prêt à reprendre le jeu. Excellent. Vraiment excellent. Bon, bah on va stopper là. On va se rajouter un écran supplémentaire avec la vignette pour indiquer la fin de notre session.
Ah, alors c'est l'appli qui prend le pas sur notre... Ah tiens, si j'enlève la capture de fenêtre, ça n'enlève pas la capture audio. Bon bah j'espère que depuis les 6 dernières minutes que je vous parle avec le fond sonore, c'était pas trop fort. Faites-moi un retour s'il vous plaît par rapport à ça. Et puis, bah ça me plaît bien. Demain c'est lundi. Je vais checker mon planning de la semaine, mais figurez-vous que ça tombe bien parce que c'est plutôt soft. Je serai à même de faire, oh purée, si ça se trouve, 5 vidéos enchaînées. Ça, ce serait top. Au moins 5 vidéos pour commencer notre aventure. Eh bien, nous allons nous quitter ici. C'est quand même potentiellement très intéressant. Est-ce que ça va être bof bof au fur et à mesure d'utiliser ces jetons monstres, enfin ces jetons ennemis? Pas forcément. Le visuel est sympa. Alors, j'aurais quand même préféré des standees. Pas de figurines, certes, mais au moins des standees à la Gloomhaven, c'est quand même plus sympa. Là, ça fait jetons, c'est comment Chip Theory Games, je crois, qui utilise beaucoup ces jetons format poker. Alors là, ils sont pas format poker, mais enfin, c'est l'esprit jeton. Je sais pas. À voir. Si vraiment le jeu est suffisamment intéressant, ça va être très très vite oublié. Et bah s'il n'y a pas de saucisse, allez, je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à très vite, aventuriers, pour nos chroniques de Cannes. Salut, salut.